Bonjour et bienvenue au balado au fil du temps. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très, très particulier, un sujet qui a suscité des grandes passions, qui suscite aussi beaucoup d'émotions. On va parler de l'aide médicale à mourir du point de vue des proches aidants. Je suis en compagnie du docteur Philippe Lapperle, qui est psychologue, et de Mme Nathalie Désiel, qui est directrice du regroupement des aidants naturels de Montréal. Docteur Lapperle, Mme Désiel, bonjour. 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 Merci d'être avec nous. Docteur Lapierre, vous êtes chercheur en psychologie de la santé et en soins palliatifs. Vous accompagnez aussi des personnes à la maison du deuil. Vous donnez des formations sur ce sujet. C'est quoi qui vous a amené à travailler sur le deuil, la fin de vie? C'est une belle et grande question. Il faut que je remonte plusieurs années en arrière, heu, durant mes expériences de bénévole en soins palliatifs. C'est vraiment là que j'ai eu la piqûre, hein, pour le domaine. Je me suis vraiment senti à ma place, hein, auprès des grands malades, des personnes en fin de vie et aussi de leurs familles et de fil en aiguille, je me suis tracé un parcours durant mes études vraiment concentré sur l'accompagnement de la fin de vie et du deuil. Je vous dirais que moi, j'ai vraiment l'impression que quand on fait ce type de travail-là, on fait quelque chose de profondément significatif. On développe des liens, très intimes avec les gens qu'on accompagne, très forts. On aborde des thèmes, universels, une angoisse de mort. Je vous dirais que même moi, les personnes en fin de vie et les endeuillés m'apprennent beaucoup, m'aident à composer avec cette angoisse-là, en m'enseignant comment mourir, mais surtout comment vivre. Mais c'est vraiment intéressant de vous entendre dire euh, à quel point vous avez une passion, mais à quel point aussi, non seulement vous apportez quelque chose, mais vous en retirez quelque chose qui est un apprentissage. C'est pas rien d'apprendre à mourir, effectivement, il n'y a personne qui nous montre ça. Et c'est probablement que c'est le niveau d'intimité psychique le plus grand qu'on peut avoir avec quelqu'un, quand on parle de sa mort ou Mmh. quand la personne est en fin de vie, tu sais, dans un processus thérapeutique. C'est une belle façon de le dire, hein. Oui, tout à fait. Une intimité psychique, très grande. C'est ça qui est vivifiant, je vais le dire comme ça, hein. Paradoxalement, on s'approche de la mort, mais en même temps, on se sent plus vivant de s'approcher de cette réalité-là, avec ces personnes-là qui nous enseignent tellement. C'est vraiment intéressant comme témoignage. Nathalie, comme directrice du regroupement des aidants naturels, comment la plupart des proches aidants que vous côtoyez abordent la mort de leurs proches? Est-ce qu'ils ont des appréhensions, des réticences, de choc de valeur? Comment qu'est-ce que vous diriez de l'expérience des proches aidants? Ben, je dirais que c'est encore très tabou, l'aide médicale à mourir, dans le sens où les gens s'en remettent beaucoup à la médecine, s'en remettent beaucoup à l'état de la personne et encore là, il y a aussi tout le côté, religieux qui est très présent, que c'est un peu, comment je peux dire, comme dans les mains de Dieu que la personne va partir au moment où Dieu va le décider. Fait que je dirais que c'est pas abordé frontalement. C'est vraiment très, dans le non-dit, fait que c'est pas encore, quelque chose qu'on aborde, de front avec les personnes proches aidantes, puis c'est souvent très tabou, parce que la personne proche aidante, généralement, elle veut maintenir en vie le plus longtemps possible la personne qu'elle aime, malgré l'épuisement, malgré tout. Fait que c'est ça, je dirais que c'est pas tranché, tu sais, je pense qu'il faut en parler de plus en plus, puis c'est ce qu'on essaie de faire, de l'aborder de plus en plus, mais je pense pas que les gens le voient encore comme une option, d'avoir, entre guillemets, «un certain pouvoir» sur sa finalité, là. Mmh. C'est intéressant parce qu'on a beaucoup opposé au début, surtout de la loi, hein, l'aide médicale à mourir aux soins palliatifs ou à la qualité des soins palliatifs. Puis au début, c'était beaucoup de visions qui s'affrontaient jusqu'au jour où beaucoup de personnes se sont mis à dire: «Ça doit être une offre de soins palliatifs de plus» et là, quand on s'est mis à le voir comme ça, les gens étaient plus en paix. Vous sentez que c'est une expérience généralisée chez les proches aidants d'avoir du mal à l'aborder ou du mal à en parler? Mais je pense que c'est comme un peu là puis tu sais, de ma propre expérience d'avoir vécu ça, je pense que c'est un peu parce que ça nous appartient pas. Le choix de choisir, de faire appel à l'aide médicale à mourir, c'est vraiment un choix individuel de la personne aidée.
Fait que je pense qu'il y a un grand malaise du proche aidant d'aborder le sujet. Je me rappelle une discussion qu'on a eue il y a pas longtemps avec un jeune proche aidant qui avait abordé, mais de millions de détours avec son père parce que dans la situation de son père, c'était une possibilité, mais lui-même, il disait: «Le malaise que j'ai vécu à lui proposer, entre guillemets, un peu cette option-là». Puis je pense qu'il y a une question de génération aussi. Heu, les personnes, vieillissantes en ce moment, ça a été beaucoup des personnes qui sont croyantes et ils sont encore croyantes. Donc il y a une grande portion comme si on n'a pas le pouvoir sur notre finalité. Alors que moi, dans mon expérience, c'est le contraire. Mon père venait d'un catholicisme profond et je pense qu'il croyait encore en Dieu, mais il se positionnait à dire, ben moi, je suis en 2022 maintenant et j'ai accès à ça, ce que mon père n'a pas eu accès. Donc, lui a décidé de prendre la décision pour sa propre vie versus le proche aidant. Je n'aurais pas vu ma mère lui proposer, cette solution-là. Tu sais, je trouve que c'est un peu délicat, mais je pense que c'est d'aborder le sujet socialement. Plus on va en parler collectivement, plus ça va devenir, pour les gens qui se retrouvent devant une situation comme ça, une possibilité dans l'éventail des solutions face à la fin de vie, là. Est-ce que vous avez l'impression que ça génère beaucoup de culpabilité d'en parler pour le proche aidant? Comme des Énormément. des sentiments très conflictuels dans la Énormément. C'est société? comme un peu déjà, ils sont baignés dans une culpabilité, constante de ne pas en faire assez, de mille et une choses. Là, ça c'est comme un peu de mettre des mots dans la bouche de la personne pour c'est un peu la culpabilité de dire: «Ben moi, je suis plus capable, j'en peux plus», donc tu sais, c'est là où c'est très délicat, je dirais. Il faut que ça demeure et que ça reste la décision de la personne qui vit la maladie, là. Puis d'autant que le proche aidant, tout au long de son parcours, est déchiré par cette culpabilité-là. Puis là, il arrive en fin de course avec un peu d'épuisement. Fait que, bref, la charge émotionnelle est toujours très grande, hein? Énorme. Docteur Laperle, est-ce que vous considérez que la mort est toujours un sujet tabou? Oui, je dirais oui et non. Hem, oui, en ce sens qu'en effet, on a un inconfort avec la mort qui est peut-être normal aussi. C'est grand la mort, donc c'est normal d'être plus ou moins confortable. Mais en même temps, la mort aujourd'hui, elle est, puis je pense que ça fait écho à ce que Nathalie disait, mais elle est institutionnalisée. C'est-à-dire qu'on va mourir dans des espaces désignés pour mourir, des espaces qui sont d'une certaine manière cachés. Alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on exposait le corps, par exemple, à la maison. La mort était l'affaire de tout le monde. La mort aussi, elle est professionnalisée. Heu, moi-même, je suis comment dire? Un représentant de cette professionnalisation-là, de dire que la mort et le deuil sont des choses d'experts. Alors qu'avant, l'accompagnement du deuil aussi se faisait par monsieur, madame, tout le monde, hein, nos voisins, nos voisines, notre communauté. Donc oui, il y a un tabou et en même temps, on a une fascination pour la mort. Ne serait-ce que dans les médias, hein, on entend souvent parler des meurtres, des morts plus spectaculaires dans les jeux vidéo, dans les films. Donc l'être humain est complexe, hein. On dirait qu'on veut s'en approcher et en même temps, ça nous fait peur. Il y a le philosophe européen, là, Vladimir, Jankélévitch, qui disait que la mort, on peut la vivre à 3 degrés. Donc le troisième degré, la mort des autres, des gens plus loin de soi et celle-là, on serait fasciné par cette mort-là. Ne serait-ce que l'aide médicale à mourir, hein. Quand on parle de l'aide médicale à mourir des autres, on en entend parler beaucoup dans les médias, mais quand on s'approche de la mort au deuxième et au premier degré, donc sa propre mort ou celle de ses proches, c'est là où il y aurait davantage de tabous. C'est là où ça devient très difficile d'en parler parce qu'évidemment, ça nous touche. C'est les morts qui risquent de nous emporter, une mort spectaculaire. J'ai moins de chance de faire face à ça. Mais une mort en contexte d'aide médicale à mourir, une mort en contexte de soins palliatifs, une mort d'un cancer, une longue trajectoire de prochaine aidance, ça, on risque d'être très nombreux à faire face à ça. Donc, il y a cette espèce d'intrication-là entre la fascination ou le fantasme et aussi ce tabou, ce déni-là. Hem, donc c'est complexe s'approcher de la mort. Est-ce que vous pensez que le fait que la mort, c'est intéressant de le voir sous cet angle-là, le fait que la mort soit institutionnalisée et professionnalisée, est-ce que ça contribue pas à augmenter l'angoisse des gens par rapport à la mort?
C'est comme s'ils en sont un petit peu dépossédés Tout d'une à fait, certaine tout à fait. façon. Mais mon impression, c'est que oui, ou à tout le moins ce que je constate en clinique, des fois je le dis à la blague, mais je le pense vraiment, si la mort sortait des murs des institutions, j'aurais probablement beaucoup moins de travail. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir parce qu'elles n'ont pas d'espace pour ouvrir sur la mort, ouvrir sur leur deuil. Mais si c'était plus courant, plus encouragé, je dis pas qu'on devienne 100% confortable, parce que ça reste la mort, mais qu'on ose s'en approcher un peu plus, les gens se sentiraient probablement beaucoup moins seuls. Mmh. Effectivement. Puis même dans notre système de valeurs, hein, tout le système, toutes les avancées scientifiques et médicales ont pour objectif de défier la mort, de reculer la mort, de Tout à contrer fait. la mort. Fait que c'est comme si, à un moment donné, il faut l'accepter, puis peut-être que c'est plus difficile d'en parler pour toutes ces raisons-là. Puis peut-être que l'aide médicale à mourir a émergé en partie à cause de ça aussi. C'est-à-dire qu'on a voulu médicaliser la mort, augmenter la quantité de vie, mais au détriment de la qualité. Puis pour certaines personnes, l'aide médicale à mourir va être littéralement un véhicule pour reprendre leur contrôle Absolument. de leur propre narratif et de dire c'est pas la médecine, hein, qui va déterminer comment ma vie va se terminer, c'est moi. Oui. Et ça, c'est un élément extrêmement important parce que effectivement, tu sais, les gens, finalement, pouvaient être prolongés. Je dis toujours, on a presque les capacités technologiques de maintenir un mort en vie. Mhm. Et toute l'opposition entre le respect sacré de la vie puis la qualité de vie, hein? Respect sacré de la vie qui est encore une valeur qui a une primauté pour certains, puis la Mhm. qualité de la vie qui a une primauté pour d'autres, qui étaient des valeurs qui s'opposaient un petit peu. Puis quand les gens choisissent la qualité de vie, il y a toute la notion d'autonomie aussi où on dit, bon, on a un système de santé maintenant qui préconise le respect de l'autonomie de la personne pour tout, sauf pour sa mort, qui reste une partie de sa vie. Mm. Fait que ça devenait important de dire, c'est mon autonomie qui s'exprime aussi, je pense, quand les gens en sont capables. Nathalie, vous avez pris soin de votre père avant qu'il fasse sa demande d'aide médicale à mourir. J'imagine pour protéger ma mère un peu, qui est quand même une femme sensible, c'est moi qui ai été appelée pour, le médecin pour qu'il y ait une personne de la famille qui était au courant. Finalement, j'ai avisé toute la famille et ma sœur habite en Gaspésie, mon frère est à l'extérieur de Montréal. Fait que, tu sais, dans les jours, je dirais le 48 heures qui a suivi, on s'est tous rendus à son chevet parce que dans le fond, pour lui, ce qui était très important, c'était qu'on soit d'accord avec sa décision. Est-ce que vous l'étiez? Je ne pouvais pas ne pas être d'accord Mmh. parce que je n'ai pas le contrôle sur la vie de mon père. Est-ce que j'étais triste? Tout à fait. Est-ce que j'étais prête? Pas du tout. Mais ça a été une évidence pour tous les membres de ma famille. Je pense qu'on a été très chanceux, à ce niveau-là parce que, frères et sœurs et ma mère, on l'a accueilli avec, sagesse, je dirais. On était tous démolis, mais c'est ça, c'est pas dans ma tête, ça faisait pas sens que je décide de la qualité de vie puis de la fin de vie de mon père, de le forcer à quelque chose qu'il ne voulait pas. Et pour lui, la minute où tous les membres de la famille proche avaient été avisés, avaient eu une discussion avec lui, il est redevenu l'homme drôle, loufoque. Il est comme redevenu la personne qu'il a toujours été, malgré la douleur, malgré tout ce qui médicalement se passait dans son corps, mais dans sa tête, il y avait la paix de les gens autour de lui qui acceptaient sa décision. Puis c'était unanime, il y a personne qui s'est opposé ou qui a pris plus de temps ou qui, Beh, au niveau de la famille proche, non. Ses frères sont venus le visiter, puis il y a un de ses frères qui a tenté d'essayer de le convaincre, là, si je peux appeler ça comme ça. Puis mon père était très convaincant. Il lui disait clairement: «Est-ce que toi, tu vas venir à la maison changer mes couches? Est-ce que tu acceptes que je vienne m'installer chez toi, puis tu veux aller à l'hôpital avec moi tous les jours? Est-ce que toi, tu veux ça?» Fait que puis il y avait le même discours avec les médecins. Tu sais, les médecins qui étaient comme: «Oui, mais monsieur Desiel, vous êtes quand même vous tu sais, il vous en reste une couple d'années puis tout». Puis il dit: «Enlevez votre sarrau, monsieur le docteur. Est-ce que vous voudriez être dans ma position, puis retourner à la maison dans ma position?» Il y a personne qui était capable de dire, qu'il voudrait est-ce pour que vous lui. voudriez vivre ces 2 années-là comme ça? Exactement, exactement. Fait que je pense qu'il y avait vraiment
Une C'est un bon plaideur, votre père. Oh là là! J'ai assisté aux évaluations, puis vraiment, la psychiatre n'est pas restée très, très longtemps pour l'évaluer parce qu'il était très convaincu. Je pense que c'est ça qui a un peu aussi apaisé notre tristesse, de se dire, ben c'est tellement sa décision et c'est tellement son choix libre C'est et exactement, il éclairé sait tellement pourquoi il le fait. exactement, qu'on n'avait aucun argument, contre-argument pour le convaincre du contraire. Je me serais pas vue le convaincre du contraire, malgré que, je veux dire, j'ai eu mon processus de deuil après qui a été, je dirais, un peu chamboulé par rapport à ça, parce que c'est quand même l'acte de l'aide médicale à mourir, c'est pas anodin. Puis, tu sais, je pense que si je conseillerais aux gens qui sont face à ça, rien ne vous oblige de rester pour assister. Il faut se rappeler que la personne, la première injection, elle est inconsciente, elle s'endort. Donc, c'est pas nécessaire de suivre la suite. Nous, mon père avait demandé ça, puis je pense que c'est un peu l'inconnu qu'on s'est dit: «OK, on va rester au chevet». Mais avec du recul, si j'ai à vivre ça encore avec un ami ou ma mère ou n'importe qui de mon entourage, je pense que je quitterai après la première injection. Parce que je pense que dans mon deuil, il y a une grosse portion de colère reliée à rester à son chevet jusqu'à la fin, jusqu'au dernier souffle, jusque Vous vous sentiez tenu de le faire? de par sa demande, tu sais, je dirais que la seule chose qu'on a refusé de faire, c'est qu'il nous avait fait amener du mousseux, puis il voulait qu'on ouvre la bouteille de mousseux une fois que ça soit fait. On s'est gardé une petite gêne, puis on ne l'a pas fait. Et même, au contraire, on a même invité les intervenants de l'hôpital qui avaient participé beaucoup dans les dernières, jours, semaines, à être à son chevet, la personne qui s'occupait de la pastorale, qui tu sais, la travailleuse sociale, l'infirmière qui avait accepté, elle pleurait entre les 2 portes. Fait que, tu sais, on a ouvert les portes puis on les a laissés venir avec nous. Fait que il y avait quand même quelque chose de communion avec justement le personnel médical, l'établissement. Moi-même, avant que l'acte se passe, j'ai remercié le médecin avant qu'il le fasse parce que je le sais que dans leur serment, c'est un peu contradictoire. Fait que je voulais que le médecin sente que, ben, on était tous en accord puis que c'était pas, à contre-cœur qu'on était là puis qu'on était derrière lui devant cet acte qui peut être, complexe pour un médecin, là. Vous avez pris soin de lui? J'ai essayé en tout cas. Docteur Laperle, est-ce que vous considérez que c'est important de faire ce que certains appellent une cérémonie de la vie? Mais on voit juste avec, ce que Nathalie nous expose que pour certaines personnes, oui, ça va être précieux, puis que finalement, avoir les discussions sans avoir un dispositif particulier est en soi une forme de rituel, hein. Tu sais, de se présenter à la personne, de savoir que c'est la dernière fois qu'on échange avec lui, de pouvoir partager sur sa vie, faire une forme de bilan de vie. Heu et évidemment, bon, c'est documenté que les rituels, de manière générale, encore une fois, vont faire du bien aux proches aidants, vont aider heu, à relier un peu ce qui parfois vole en éclats. Donc à symboliser, mettre un petit baume, en fait, hein, sur le deuil qui va s'entamer. Par contre, je nuancerais la chose, c'est-à-dire que le bon rituel pour une personne donnée ne sera pas le même. Et c'est là où est tout le défi, étant donné que pour la plupart des personnes qui reçoivent l'aide médicale à mourir, ben, il y a différents proches avec différents besoins. Donc, pour une personne donnée, le rituel va lui convenir tout à fait et pour une autre, au contraire, ça va peut-être nuire davantage. Et c'est là où puis c'est difficile d'avoir ces conversations-là, mais est-ce qu'il peut y avoir un espace de dialogue où finalement on essaye de penser un rituel en famille dans la mesure du possible? C'est pas toujours possible. Pour essayer de voir est-ce qu'on peut négocier quelque chose qui va convenir un peu à tout le monde. Ce sera peut-être pas parfait pour tout le monde, mais tout le monde va y trouver sa place. Et que, évidemment, s'il y a certaines personnes pour qui, ben, par exemple, le mousseux, que ça convient pas du tout, de dire ben, peut-être que moi, je participerai pas à cette partie-là. C'est peut-être que je vais participer à la première partie d'un rituel ou d'une célébration donnée et je vais quitter après. Mais évidemment, quand on en discute au préalable, qu'on peut avoir accès à la vision de chaque personne, respecter les opinions, ben, il n'y a pas de mauvaise surprise à ce moment-là. Mais il faut garder ça en tête que
c'est complexe de trouver le bon dispositif pour chaque personne qui est impliquée. C'est très important ça parce que je dis souvent 2 choses. Quand la charge émotive est élevée, ça met un peu en échec nos capacités de raisonner, de penser, de réfléchir. Fait que c'est peut-être pas sur le moment que c'est le temps de préparer ça puis d'en parler. Des fois, il faut y avoir pensé avant. Puis l'autre chose que je dis souvent, et c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est que on a tous nos façons de gérer cette charge émotionnelle ou cette peine ou ce deuil. Et puis souvent, on a expliqué à des gens hein, d'une même famille qui ont besoin d'en parler beaucoup, comment ça se fait que les proches ne veulent pas en parler du tout. Ou encore parce qu'il y a des gens pour qui c'est un facteur de protection de ne pas ouvrir ça tout de suite. Il y en a qui ont besoin de se regrouper, il y en a d'autres qui vivent ça plus en solitaire. Fait que c'est vrai que c'est difficile de trouver un rituel pour tout le monde, mais je pense que le rituel de chacun va être bénéfique parce que comme vous le dites, c'est de tous les temps, puis c'est pas pour rien, là. Tout à fait. Et c'est là aussi où parfois, moi, je rappelle que on cherche souvent à faire un rituel, alors qu'il peut y en avoir plusieurs. Puis il n'y a rien qui nous empêche. Combien de personnes me rapportent parfois, par exemple, la cérémonie funéraire qui a lieu après, nous dire ah, moi, j'étais trop en choc, j'étais trop engourdi, j'ai pas pu en profiter. Au contraire, c'était plus difficile. J'ai l'impression que ça a laissé une empreinte négative dans mon deuil. Puis c'est comme si ça devait s'arrêter là, qu'on n'avait pas le droit de penser à d'autres rituels, alors que on pourrait faire un rituel 1 an plus tard, 6 mois après, qu'on peut faire un rituel avec un groupe plus restreint de personnes, faire un rituel plus large. Donc, d'ouvrir hein, sur différentes possibilités. Il n'y a pas besoin d'avoir uniquement un seul rituel. Oui, effectivement, puis il y en a qui le font, hein, le rituel 1 an après ou le rituel annuel ou le effectivement. Est-ce que vous pensez que le deuil est foncièrement différent quand il résulte du processus de l'aide médicale à mourir? Bien, il y a 2 angles hein, pour répondre à cette question-là, c'est-à-dire que si on se pose la question de l'intensité du deuil, souvent c'est posé la question, surtout quand l'aide médicale à mourir a émergé, euh, est-ce que ça va être plus difficile ou est-ce qu'au contraire, ça va être plus facile? Puis de plus en plus, il y a une certaine littérature scientifique qui émerge sur ces questions-là, qui tend à indiquer que c'est ni plus facile, ni plus difficile, de manière générale, que par exemple une mort naturelle accompagnée en soins palliatifs. Ceci étant dit, quand on va rencontrer chaque individu, il y a une palette incroyable là, de réactions possibles qui vont de personnes qui vont vivre ça de manière extrêmement paisible, qui vont nous dire que ça facilite leur deuil, qui recrutent le moment de l'aide médicale à mourir comme un souvenir positif, à une autre extrême où on a des personnes qui vont carrément avoir des réactions de stress post-traumatique après avoir assisté, qui vont vivre très difficilement l'après, qui vont peut-être se sentir abandonnés. Euh, Nathalie l'exprimait plus tôt, de dire que c'est courant chez des personnes qui demandent l'aide médicale à mourir d'avoir une espèce de regain de vie une fois qu'ils l'obtiennent. Et pour certaines personnes, ça leur fait du bien. Pour d'autres, c'est très difficile à intégrer. C'est comme si je me disais, ben voyons, comment ça se fait que la personne, elle quitte alors qu'elle semble au sommet de sa forme? Et certaines personnes vont carrément dire qu'elles se sentent abandonnées. Ou c'est comme si la personne est tellement inspirante, là, elle est tellement bien que ça laisse un vide encore plus grand derrière. Mhm. Alors que la personne a juste fait la paix avec son départ. Ça, c'est quelque chose qu'on me rapporte souvent, que même si elle est préparée, et ça, les proches aidants l'apprécient énormément de pouvoir préparer la mort, de pouvoir faire leurs adieux, et en même temps, ça va vite. On a comme beaucoup de choses à digérer, hein, de l'annonce de l'aide médicale à mourir, la mort qui s'en vient, le deuil qui s'entame. C'est comme si toutes ces étapes-là, qui dans certains contextes de mort se déploient plus graduellement, là, sont comprimées C'est ensemble. exactement ce que Nathalie exprimait tantôt, hein. Nathalie, comment vous pensez que les proches aidants peuvent se préparer à l'aide médicale à mourir? Mais je pense que d'aborder la question en famille, même avec la personne qui vit la maladie, je pense que vraiment une des grandes solutions, c'est que socialement,
on ouvre la discussion. Je pense que c'est des discussions qu'il faut commencer à avoir en famille, avec nos amis, parce que la prochaine danse, de plus en plus aussi avec, les gens qui nous entourent, d'exprimer un peu notre propre vision de notre finalité. Après ça, c'est difficile chaque situation est différente. Tu sais, il y a des gens, je pense qu'il y a des proches aidants qui accompagnent quelqu'un depuis des années, qu'on voit clairement une dégénérescence, une détérioration de l'état de santé de la personne. Fait que je pense que souvent, c'est dans ces moments-là qu'on est plus porté à en discuter ou à être face à la situation versus d'autres moments, ça va être plus subi. Un diagnostic, radical puis qui reste peu de temps, c'est ça. Tu sais, ça dépend vraiment de la situation, mais moi, après que ça soit arrivé, ce que je me suis dit, c'est: «Il faut en parler». Je pense que plus on va avancer, la population est vieillissante et tu sais, comme on dit je dis souvent, c'est pas qui va devenir proche aidant, mais c'est bien quand on va C'est le exactement, devenir. c'est ça. Donc on va Mmh. tous être un peu confrontés à ça. Tu sais, en fait, je me sens quand même c'est absurde à dire, mais je me sens quand même choyée de l'avoir vécu déjà il y a 3 ans parce que ma vision a beaucoup évolué à travers mon deuil. Fait que je pense que d'en parler aide énormément. Mais j'aurais envie de vous demander, docteur Laperle, comment on gère les conflits de valeurs quand il y a vraiment dans une famille un clash ou un choc de valeurs? Ça, je pense que ça nous prendrait plusieurs balados pour Oui, je répondre à cette sais, la question-là. réponse brève Oui, est difficile. la réponse brève, je ferai du pouce sur ce que Nathalie a amené, hein, d'ouvrir le dialogue. Je pense que ça va être bon, puis c'est sûr que, en tant que psychologue, des fois, on va réfléchir aussi avec les gens qu'on accompagne à comment ouvrir ce dialogue-là, comment ça peut être amené, comment peut-être ajuster certaines attentes, hein. Parce qu'il y a quelque chose aussi parfois avec l'aide médicale à mourir ou, de très polarisant. Donc soit on est d'un côté où on est très très pour, où ça rejoint nos valeurs, ça a beaucoup de sens, ou d'un autre côté où ça vient entrer en contradiction avec certaines valeurs, notamment sur le caractère sacré de la vie. Et les gens vont se braquer dans ces positions-là. Et finalement, c'est comme s'il n'y aura plus de point milieu dans lequel on peut se rencontrer, hein. Puis échanger finalement sur des valeurs communes, hein. C'est quoi les valeurs qui vont nous porter? Euh, donc moi, c'est ce que j'encourage à faire aussi. D'essayer de mettre un peu de côté dans la mesure du possible. Ça ne veut pas dire de renoncer à ses croyances, mais tout le moins d'essayer de comprendre la perspective de l'autre et de respecter, hein, les limites de l'autre. De dire si moi j'ai un frère qui ne veut pas assister à l'aide médicale à mourir, étant donné que c'est contre ses valeurs, comment on peut échanger ensemble et respecter le fait qu'il ne soit pas là et qu'on va peut-être se retrouver après. C'est intéressant, c'est toute la notion de l'altérité, hein, que l'autre, c'est pas moi, qui pense pas nécessairement comme moi, qui a pas nécessairement mon vécu de la situation. C'est un peu ce que votre père disait au médecin. Changer de Mhm. chaise, là. Exactement. Et puis même si on change de chaise, peut-être qu'on réagirait différemment parce qu'on a des valeurs différentes, mais d'être capable d'arriver à une compréhension que l'autre, effectivement, c'est pas moi, ça, je pense que c'est quelque chose d'important. Et puisqu'on parle de valeurs, dans notre société, tu sais, on préconise beaucoup, hein, l'énergie, la joie, la motivation, l'instinct fort de survie, mais on a plus de misère à valoriser la tristesse. Tant et si bien qu'il y a des gens qui, dans des circonstances comme ça, vont s'excuser de pleurer ou vont essayer de ne pas le faire. Qu'est-ce que vous leur dites? C'est tout à fait vrai, ça. On dirait qu'avec l'aide médicale à mourir, encore une fois, je ne vais pas généraliser à tout le monde, mais parfois c'est perçu comme une mort idéale et il faut rendre ça idéal ou parfait. Et le chagrin, finalement, c'est comme s'il est interdit. C'est-à-dire qu'il va venir exactement Comme si c'était entraver, pas normal. exactement. Ça va tâcher, hein, un peu cette belle grande image-là qu'on veut laisser. Euh, Moi, j'encourage beaucoup les personnes à approcher la mort comme elle devrait être approchée, c'est-à-dire que oui, ça peut être beau, mais que c'est difficile. Que oui, c'est un décès par aide médicale à mourir, mais ça reste d'abord et avant tout la perte de quelqu'un qu'on aime profondément. Donc, de vouloir évacuer complètement la tristesse de ces situations-là, d'une certaine manière, c'est pas rendre honneur, hein, à cette relation-là qu'on est sur le point de perdre.
Et puis ça aussi, je pense qu'on aurait avantage à en parler. Moi, des fois, je me dis: «Il faudrait qu'on fasse l'apologie de la tristesse ou l'apologie de la coexistence des émotions Mhm. multiples parce qu'on est fait pour en ressentir». Puis perdre quelqu'un qu'on aime, c'est triste Mhm. et même si on est en paix avec le départ, ça reste que un deuil, ça reste une perte Ouais. et on peut pas l'accueillir avec le sourire nécessairement. C'est comme si on avait même le fantasme de dire: «L'aide médicale à mourir va effacer ou raccourcir notre deuil», alors que c'est pas le cas, hein. C'est une variable parmi d'autres. Heu, il faut pas oublier justement qu'on perd quelqu'un de profondément cher, même si ça se passe dans des circonstances qui pourraient être qualifiées de parfois parfaites. L'aide médicale à mourir, ça compte pour plus de 7 des décès au Québec. On est la province où il y en a le plus. On anticipait ça. On n'anticipait pas ça comme ça, en 2015-2016 quand la loi est arrivée. C'est quoi vos hypothèses par rapport à ça? Mmh. Ben, j'irais même jusqu'à dire qu'on est l'endroit dans le monde, hein, Oui, où dans le le monde. le pourcentage est le plus élevé. Heu, pour le moment, en effet, c'est des hypothèses, hein, puis il y a même un consortium de recherche qui a été mandaté par le gouvernement pour répondre spécifiquement à cette question-là. Mais parmi les hypothèses qui sont amenées, mais tout d'abord, la première, c'est qu'on pourrait dire que le Québec c'est pas le seul endroit dans le monde, mais fait face à une crise de sens. C'est-à-dire que la souffrance, mais pas n'importe quelle souffrance, mais la souffrance en fin de vie, n'aurait plus de sens. Puis là, on peut penser justement au fait que tous les sens religieux de cette souffrance-là ont été évacués, hein. Il y a une époque, on se disait: «Je souffre en fin de vie pour gagner mon ciel, donc je vais la tolérer». Mais, puis il y a toute une série d'écrits, hein, sur l'importance du sens et quand il y en a pas, la souffrance augmente. Et on peut légitimement se demander, ben, si la souffrance en fin de vie n'a pas de sens, pourquoi la prolonger, hein? Donc il y a cette composante-là. Évidemment, on ne peut pas évacuer aussi les réflexions sur l'état de notre système de santé, la qualité des soins qu'on offre, l'accompagnement. De plus en plus, on entend des personnes, nous dire, qui s'approchent du grand âge et moi, je veux surtout pas finir en CHSLD, hein. Donc ils sont même pas rendus là, mais ont tellement peur de dire: «Mais moi, je vais demander l'aide médicale à mourir avant de me retrouver là». Heu, c'est sûr que l'aide médicale à mourir aussi est cohérente avec plusieurs valeurs qu'on a, hein, quand on parle d'autonomie, d'indépendance, de liberté, de contrôle. Ça vient chercher toutes ces valeurs-là et bien évidemment la peur d'être un fardeau pour les autres. On ne veut pas être dépendant, on ne veut pas être un fardeau pour les autres. Donc il y a cet angle-là, hein, qu'on vient chercher aussi et je pense que je le mentionnais à un autre moment, mais tout l'aspect médical aussi, hein. Je disais de vouloir être les maîtres de notre propre narratif, ça me fait penser justement à ce fameux slogan «Être maître chez nous», hein, qui est ancré dans notre bagage culturel, de dire: «Je ne veux pas être déterminé, contrôlé, hein, même par la mort». Donc différentes hypothèses, hein, qui pourraient nous expliquer peut-être pourquoi au Québec, l'aide médicale à mourir est aussi populaire. Effectivement, je pense que ça va être intéressant de voir les résultats des travaux de recherche du consortium qui ont été mandatés par le ministère pour essayer de répondre à ces questions-là qui sont des grandes questions. Puis si je vous demandais, peut-être en terminant, à chacun, on va commencer par vous, Nathalie, si vous aviez un conseil à donner aux proches. Je dirais d'écouter ses limites puis de se permettre de vivre ça avec la personne qui fait la demande parce que avec du recul, c'est un peu si on a l'air froid finalement. Parce qu'une fois qu'on a accepté la décision, OK, ça va, parfait, on continue, puis on organise le tout. Mais dans le fond, c'est pas vrai, là. Quand je retournais chez nous, je m'effondrais en larmes, puis après coup, ça m'a pris comme je disais, j'ai tellement eu de colère, mais cette colère-là, je pense que j'aurais pu être capable de la minimiser en m'ayant respectée, Mais oui. en ayant quitté la salle, en ayant pleuré avec Oui, lui, tu sais, oui, parce qu'il y avait peut-être beaucoup de tristesse justement en dessous de cette énorme, colère-là aussi. énorme, énorme. Puis je tu sais, juste en ce moment, Oui, tu sais, on se permet d'être plus émotif, puis ouais, on se prive de quelque chose de beau quand on se prive de la tristesse parce que ça permet ça aussi, hein. On dirait que ça nous rapproche, ça crée une bulle d'intimité, ça met certaines barrières de côté quand on se permet d'être triste, de pleurer ensemble. Pourquoi on a des réflexes de se prendre dans les bras, de se mettre la main sur exact, l'épaule? Exactement. ouais.
Donc, en s'empêchant de pleurer, on se prive aussi de cette proximité-là. Donc, moi, ça me parle beaucoup quand vous dites ça, Nathalie, de dire, ben, il faut pas s'oublier là-dedans et pas mettre cette tristesse-là de côté. S'autoriser à ce qu'elle prenne la place sans avoir pas. Elle prendra pas toute la place. Parce que ça reste un précieux moment aussi, même si on reconnaît que ça nous fait profondément mal. Alors, le mot peut-être de clôture, puis c'est votre conseil à tous les 2, hein, c'est de faire la paix avec nos propres émotions par rapport à tout le processus de deuil, qui reste un événement profondément triste, même quand on est en paix Mmh. avec. Merci infiniment à vous 2 pour ce très beau moment de partage. Merci. Merci. Pour en savoir plus, consultez au fil du temps.québec.